Thomas Pinal, waouh, Big Rusty, waouh, ça fait plaisir quand tout se passe comme prévu. Vous vous souvenez, l'année dernière, UFC London organisé pour lui, Main Event contre Curtis Blade, c'était l'événement où on devait savoir un petit peu de quel bois était fait Thomas Pinal. Malheureusement pour lui, dès les premières secondes, terrible blessure au genou, 1 an d'absence, et là ça y est, il revenait contre Tibura, on l'avait dit, il était grandissime favori, il n'y avait pas de suspense sur qui allait gagner, mais là c'est plutôt la manière avec laquelle il a gagné Thomas Pinal, et surtout le call-out d'après-combat, où voilà, on est passé d'un Thomas Pinal hyper soporifique, le mec où clairement n'affichait pas clairement ses ambitions, mais vous, après ses performances, vous preniez un petit coup de somnifère. Là, on a quelqu'un qui est chaud, qui a clairement donné la direction, c'est John Jones, c'est le titre. On va voir tout ça avec Big Rusty, mais quel perf. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Thomas Pinal, Big Rusty, ça a commencé par un gros head kick dans la tête de Tibura. Ouais, et puis tout le combat était à l'image de cette première seconde. C'est le mec arrivait en roue arrière, mais d'une force. Et en fait, quand il a dit à la fin du combat, c'est pas que je suis de nouveau revenu ou machin, c'est je suis différent d'avant. Et quand un mec dit un truc comme ça, généralement, ça peut être très mauvais signe pour la catégorie. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il disait que son genou, il a eu un problème pendant le combat, mais il avait déjà en fait des trucs qui n'allaient pas dans son genou avant même ça, et qu'il n'avait jamais vraiment regardé ce qui se passait. Et il a dit à côté de ça, voilà, il a fallu que je coupe certaines personnes de ma vie. Et donc là, effectivement, tout a l'air de converger. C'est-à-dire que son discours d'un côté, et là, dans la cage, alors, c'est pas la première fois qu'il éclatait un mec en 3 minutes. D'ailleurs, il me semble qu'il a 5 de ses victoires à l'UFC qui sont au premier round, 5 sur 6. Et donc, c'est pas la première fois qu'il fait comme ça en mode, mais vraiment katana dans du beurre. Mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé différent dans le sens presque encore plus mobile, encore plus agressif presque que d'habitude. T'as l'impression que tout ce qu'il faisait touchait, quand ça touchait dur. On a eu l'impression parfois même dans ses déplacements un petit peu, beaucoup de feintes, d'avoir un espèce de mix entre, pour le coup, Cyril Gane, très léger sur les appuis, beaucoup de déplacements, des feintes qui rappellent beaucoup Darren Till. C'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'ils se sont énormément entraînés ensemble et puis que c'est un peu aussi le camp de Colin Heron. Mais effectivement, là, il m'a eu l'air encore plus incisif que d'habitude. Et là, la manière dont il met le KO en un coup, en plus, juste avant ça, je parle de Darren Till, c'était vraiment ça. C'est genre feinte, boum, tu fais genre une petite traction avec le bras et t'arrives avec un coup de ça. C'est tellement du Darren Till pour le coup. Mais le one punch qu'il met ensuite, au travers d'un échange, mais que c'est lui, l'échange, c'est vraiment lui qui le dictait de bout en bout. C'est lui qui engageait au moment où il voulait engager. C'est lui qui donnait le tempo de l'échange. Tibura n'arrivait pas à en placer une seule. Et c'est sur un combo de, je crois, genre 2 ou 3 coups comme ça qu'il arrive à placer son direct du bras arrière, mais il est laser téléguidé. Et déjà, oui, Tibura qui est quand même bien assaisonné par le premier coude. Ouais. Ah oui, et puis en plus de ça, même depuis le début, on ne sait pas si ça a eu un effet, le premier high kick, mais on sait que même quand ça bloque, même quand tu bloques, en plus là on est chez les poids lourds, et c'est un des mecs les plus athlétiques qui te le met à pleine balle. Donc peut-être que dès les premiers échanges, il n'a pas été bien Tibura, mais en tout cas, la précision du bras arrière de Thomas Pinal quand il met le KO sur un coup, et parce qu'il tombe, mais vraiment, c'est dans un trou de souris qu'il le place, t'as l'impression qu'on est au pixel près, quoi. Et la décontraction avec laquelle il la met, la mécanique de frappe, là, en soi, tout était parfait, quoi. Peut-être que là, on vient juste de voir le combat à la seconde. Peut-être qu'il y a un espèce de biais de récence. Ça se trouve, il a pris des coups qu'on a oubliés, mais j'ai pas l'impression. Il s'est pris quand même quelques contres. Il y a eu quelques contres où on était en mode ouh là. Ok, bah tu vois, c'est bien que tu me le rappelles, parce que moi c'est dans les échanges en anglaise, ouais. Ouais, mais oui, effectivement, oui, où on se disait faut pas non, parce que c'est vrai qu'il avait une manière de remiser avec un bras un peu long, un peu à la limite d'être tendu, Tibura, qui peut faire peur quand tu ressors. Donc c'était effectivement parfaitement maîtrisé, ultra agressif, efficace dans tout ce qu'il faisait. Il a même pas eu besoin de sa lutte, de son sol, dont on sait que c'est ça qui fait très peur aussi dans la division. Donc en fait là, on a un gars qui arrive, qui dit qu'il est complètement différent d'avant, et clairement dans la cage, c'est difficile de faire mieux que ce qu'il a fait là, beaucoup mieux en tout cas.
il arrive, il dit qu'il veut Cyril, il dit qu'il veut John Jones. Il est terrifiant, en fait, là. Terrifiant, Big Rusty. C'est vrai que donc Thomas Spinal qui a fini le combat par ground and pound. Peut-être dire ça, c'est vrai qu'il y a cette confiance en son sol qui est toujours là pour se dire, bah évidemment là je peux aller terminer le gars tranquille. Donc juste après, oui, au micro de Michael Bisping, juste après sa victoire, qui dit au monde entier, je vais venir à Paris, je vais être au premier rang de Cyril Gane contre Sergei Spivak, je vais battre le vainqueur, puis battre John Jones. Voilà, et moi je trouve que c'est parfait parce que c'est ce que c'est ce que tout le monde veut. Non, on veut pas qu'il batte Cyril Gane, mais ce que tout le monde veut, c'est qu'il y ait vraiment ce côté, voilà. Là, on était dans une quart de finale du coup, et qu'ensuite, il y ait Cyril, si ça se passe bien contre Sergei Spivak, qu'il affronte Thomas Spinal, le combat que tout le monde attend entre les deux gars qui sont censés, à un moment donné, régner sur cette catégorie heavyweight. Je pense pas, malheureusement, que John Jones sera toujours dans les parages. En tout cas, c'est quand même quelque chose de positif sportivement pour la catégorie, et c'est vraiment le combat que tout le monde attend depuis un moment. Bah, c'est clair. En fait, là, le seul truc qui fait un peu chier dans l'équation, c'est que il y a Cyril, et nous, on veut que ce soit Cyril qui soit champion et pas Thomas Spinal. Mais c'est vrai que si Cyril n'existe pas dans l'équation, c'est vrai que c'est une histoire de fou quand même. Et là, on a effectivement, en la personne de Thomas Spinal, un des gars qui est les plus talentueux, les plus complets, les plus dangereux que la catégorie poids lourd. On va voir jusqu'où il va, Thomas Spinal, mais le futur nous dira peut-être que c'est un des poids lourds les plus complets, les plus athlétiques, les plus dangereux que la catégorie n'ait jamais connu, tu vois. Il y en a eu, bien sûr, il y a eu des gars ultra complets, il y a eu des Miocic, il y a eu des Cain Velasquez, avant ça, il y avait des Fedor, donc il y a eu des gars qui étaient très complets, rapides, agressifs, etc. Mais en tout cas, ce serait la nouvelle vague. Et ce qui rendrait un combat avec John Jones ultra intéressant, c'est que là, imagine John Jones arriver à battre Thomas Spinal après avoir battu Cyril. Donc en poids lourd, il aurait battu toute la nouvelle génération poids lourd. Donc là, si on commençait à remonter de jusqu'où il a commencé John Jones, je pense qu'il aurait battu 4 générations de combattants différents. Et puis surtout, qu'en ayant battu Thomas Spinal, ça veut dire qu'il aurait battu Stipe Miocic avant, ce qui permet aussi de checker le côté... t'as battu aussi un mec qui était vraiment bien en place dans cette catégorie, puisque je le rappelle... Hein, Stipe Miocic, c'est toujours lui qui détient le record de défense de ceinture consécutive. Donc ouais, non, ce serait fou, hein, ce serait fou. Mais pour le coup, tu vois, j'espère, bien évidemment, il y a aussi Sergei Spivak ? Oui, non, Pavlovich. Attends. Oui, Pavlovich, oui. Bah oui, j'avoue, on l'oublie, lui. Ouais, son prénom, Pavlovich. C'est Sergei. Oui. Oui, voilà, ok. Ouais, donc oui, c'est ça. Donc ouais, il y a aussi Sergei Pavlovich qui est toujours dans le mix, mais vrai, bon, purée. Thomas Spinal, Cyril, moi j'ai envie de voir ce combat. La vraie question, en fait, c'est où est-ce que tu le fais ? Après, en vrai, il est quand le combat John Jones Miocic ? Novembre. En common event direct ? Non, ce sera un peu court. Parce que common event, ça va être Edwards contre Covington. Ouais, non, moi ce que je me disais, c'est en septembre, il y a Cyril contre Spivak. Juste un mois après, ou peu de temps après, en tout cas septembre, octobre, novembre, 2 mois après, il y a John Jones contre Stipe Miocic. Honnêtement, du coup, pour le début d'année suivante, début 2024, tu remets la ceinture en jeu. Si d'ici là, John Jones la fait vacante, tu fais probablement que ce sera Thomas Spinal pour Pavlovich pour la ceinture poids lourd pour le nouveau title shot, quoi. Ce que je pense aussi, en vrai, tu fais ça à Londres, ça passe tranquille à mon avis. Après, est-ce qu'il ferait un combat poids lourd pay-per-view pour la ceinture UFC poids lourd à autre part que... Après, ils peuvent très bien le mettre à l'heure américaine, mais à Londres, ouais, ils l'ont non, déjà et puis fait. même, tu vois, vu ce qu'avait fait Edwards contre Kamaru Usman quand ils ont fait la trilogie, là, à Londres, ça avait très bien marché, donc non, je pense qu'il serait prêt à le faire. Après, bon, voilà, ça voudrait dire que malheureusement, on n'aurait pas Cyril Gane contre... Peut-être que l'UFC va le faire avant, en tout cas, ce qu'on va là... À voir. Mais... Un truc que je verrais bien, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire Thomas Spinal là, ils le mettent pas contre le gagnant forcément de Cyril Spivak à Paris. Si jamais l'occasion se débloque, enfin que la situation se débloque, ils font Pavlovich à Spinal en février ou en mars de début 2024. Et à côté de ça, Cyril du coup qui aurait gagné entre-temps contre Spivak, fait un combat contre genre Curtis Blades ou un truc comme ça, ou enfin. Bon, il a un niveau hype, Curtis Blades, c'est compliqué. C'est Curtis, parce que Curtis Blades, il affronte Jelton. Au moins, je crois que c'est... Ouais, il affronte Jelton, ouais. Donc tu fais un contre le vainqueur des deux.
Ouais, voilà, Pavlovich Aspinall pour le titre, et que John Jones aura laissé vacant s'il gagne contre Miocic. Et ensuite, un Gelton Almeida s'il gagne contre Cyril s'il gagne. Et les deux vainqueurs s'affrontent ensuite. Ouais. Let's Ça go. ressemble à un truc, hein, notre Non, histoire. ça peut être pas mal. J'aimerais juste, moi, voir Thomas Spinal contre Cyril avant. Enfin, pas avant, mais en fait, le problème de ce combat-là, c'est que ça fait très longtemps qu'on en parle et je pense que ça peut être vraiment un combat de fou entre les deux, tu vois. Et ça m'embêterait qu'on ait jamais ce combat-là. Tu vois, comme on n'a jamais eu, par exemple, quand il y avait paix à son âme, Anthony Johnson contre Yoel Romero, quand il y a eu quand il y a la possibilité d'avoir ça, Anthony Johnson aussi, John Jones. Tu sais, c'est les trucs, il est là, les deux, ils sont... Enfin, sportivement, ça a du sens. Autant le faire directement. Et puis, tu vois, pour le fameux France-Angleterre, parce qu'en vrai, là, tu fais ça en co-main event, tu fais Paddy contre BSD. Là aussi, tu vois. Et tu vois, tu te souviens, c'était quoi? Il y a quelques mois, Paddy BSD, on en parlait, mais on était en mode, ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, mais ça a pire que là, mais de toute façon là pour moi BSD est devant. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, BSD, il va affronter Thiago Moises qui est entre 15 et 20e mondial. Donc oui, BSD est devant, mais je veux dire, là aujourd'hui, on peut vraiment faire un France-Angleterre main co-main event. Il y avait quand même Molly McCann qui était en co-main event là de l'UFC. Il y a de la place. Donc c'est possible et ça me dérangerait pas. Et ça ne me dérangerait pas. Et même je préférerais que et ça passe même au niveau calendrier, parce qu'on sait que les UFC Londres sont généralement en mars. En vrai, tu fais un UFC Londres, où du coup, t'as eu le dernier combat pour le titre de John Jones en novembre, donc c'est peut-être un peu trop proche, tu vois, pour que soit lui rende sa ceinture, soit que, tu vois, l'UFC, ils aient déjà avancé. Tu fais ça où tu dis clairement que le vainqueur de Cyril Gane contre Thomas Spinal a le prochain title shot, que ce soit contre John Jones sous ceinture vacante. Comme main event, tu fais BSD contre Paddy Pimblett, et l'UFC se débrouille pour dire en termes de billetterie, bon bah les gars, la France c'est à côté, on vous laisse 40% ou 30% de la billetterie, comme ça on peut faire vraiment tout un côté de l'O2 Arena qui est en folie. Moi j'aimerais bien. Oh, ce serait tellement dingue. Et ils peuvent largement, hein. Franchement, ça ferait rêver. Il faut bien sûr que tout s'aligne, mais non, ce serait honnêtement. En plus, franchement, c'est vrai que vu les ambiances qu'il y a à Londres et les ambiances qu'il y a eu à l'UFC Paris de l'année dernière, mais oh là, ce serait effectivement historique, quoi. Mais oui, et puis tu vois, on en parlait, on disait que c'était peut-être un peu court pour pouvoir faire Morgan Charrière à l'UFC Paris, mais là tu peux faire Vucenic contre Morgan Charrière ou Vucenic contre Hughes. Oh là là. Et en fait, ce qui est bien dans ces catégories-là, c'est qu'il y a pas mal de chocs potentiels, tu vois. Ouais, même grave. Nathaniel Wood en featherweight, peut-être un peu tôt pour Yanis Gemouri. Il y a... oui, quand même. Ouais, c'est un peu tôt pour Gemouri aujourd'hui, mais non, il y a déjà eu malheureusement, et Charles Jourdain avait perdu, donc Charles Jourdain qui est québécois, mais il y a peut-être d'autres petits chocs qu'on peut faire, tu vois. Ouais. Bah sinon Taylor grimpe d'une catégorie. Oui. Allez. Oui, allez, c'est possible. Allez, c'est parti. On fait ça. Et en welterweight, le retour de Darren Till contre Abdul. Ce que vous le savez, Big Hostier adore Darren Till. Bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Mais il est plus à l'UFC surtout. Ah oui, non, il est plus à l'UFC. Là, il a dit qu'il était dans la... Ah oui, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure. Il a annoncé qu'il était dans la forme de sa vie, Darren Till, et qu'une grosse nouvelle arrive bientôt. Ouais, bah il voulait faire de l'anglaise, je crois. Ouais. Bah voilà. Non, mais peut-être Mike Perry, peut-être. Hein. Soit contre Mike Perry, ou peut-être ce qui peut être probable. On part complètement en Y sur cette fin de podcast. Mais peut-être probable parce qu'il est pote avec lui, tu sais, qu'il soit sur l'undercard de Tyson Fury contre Francis. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Peut-être, tu vois. Mais en tout cas, voilà, concernant Thomas Spinal, franchement, ça fait plaisir parce qu'on a un gars qui a vraiment coché toutes les cases, et le plus important, c'est vraiment la déclaration qu'il a dit à Darren Till, et justement relevé par Big Rusty, c'est que le gars évolue, en a conscience, et c'est une vraie belle déclaration, tu vois. Ouais. De dire, je suis pas le même, mais parce que je suis en évolution, quoi. Franchement, c'est il beau. fait flipper. Ça fait flipper d'entendre ça, quoi. Ça fait flipper, et ce qui est agréable aussi, c'est que c'est quelqu'un, on avait fait un podcast il y a pas longtemps où on disait qu'il arrivait justement pour Cyril Gane avec il avait expliqué tout ce qu'il avait fait pendant, en fait, sa rééducation et pendant son absence. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au-delà de dire tout ça, là on a vu. Oui, on a vu tout le taf qu'il avait accompli physiquement aussi. Big Rusty l'avait très justement remarqué aussi pendant le combat, c'est qu'il a pris du poids par rapport à avant. Et pris du poids, c'est pas du gras. Bah ouais, moi j'avais pas souvenir qu'il était aussi lourd sur les autres UFC.
peut-être qu'il l'était, mais c'est vrai que là, ouais, on sentait que il a pas beaucoup plus de plaquettes de chocolat que d'habitude non plus. C'est pas une transformation, voilà, c'est pas devenu Ronnie Coleman non plus, mais pour 117 kilos, ce qui effectivement me semble assez lourd, même pour lui, il faudra qu'on aille regarder ses poids d'avant, mais ultra mobile, ultra athlétique, et effectivement, on sent qu'il est bien, même à l'œil, quoi. Donc, non, non, c'est clair, il a dit, il l'a fait, hein. À travailler de Big Rusty, shout out à ma sweet pea, ma sweet protein, moins 30% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Malheureusement, on n'a rien du tout, les gars, à vous montrer. Mais vous savez, on adore en ce moment les petits whip, cause we just whipping it. C'est les Kinder Bueno protéinés de MyProtein. C'est un régal, tout simplement. Ah ouais, ça, c'est dangereux. Ah, oui, c'est dangereux. Regardez d'ailleurs, Big Rusty, il se transforme en... je sais pas où j'allais avec ça.